Bonjour tout le monde, on est au troisième vidéo du bloc 3 sur le travail et l'énergie. Donc on est rendu à la section 7.3 dans nos notes de cours qui sont à la page 83. La section 7.3 s'intitule le théorème de l'énergie cinétique et ça va vraiment être la grande démarche de base à utiliser dans le chapitre 7. Donc aux sections 7.1, 7.2, on a défini le travail par une force constante ou variable. Puis là, on vient vraiment les utiliser pour étudier l'effet sur, sur un objet, donc est-ce qu'il est en mouvement et ainsi de suite. Pour expliquer d'où est-ce qu'il vient, je vous ramène au début du chapitre, donc à la manipulation algébrique que j'avais faite entre l'équation de la cinématique qu'on a ici et la deuxième loi de Newton qu'on a ici. On avait obtenu, après quelques manipulations, un terme à droite qui était une multiplication, un produit scalaire entre la force et le déplacement. Donc ça, on l'a défini comme étant le travail. On vient de l'étudier dans les sections 7.1, 7.2. Puis on avait l'autre terme à gauche de l'égalité, une demi-m avec une soustraction de vitesse au carré finale moins initiale. Donc on va prendre une demi-m vitesse au carré ici, puis on va la définir comme étant l'énergie cinétique. L'énergie, c'est intéressant, c'est un concept qui revient dans plusieurs disciplines. Vous avez entendu parler d'énergie en chimie, probablement en biologie aussi. À la base, quand on regarde ça, une demi-mv carré, c'est quand même abstrait. Une vitesse au carré, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Fois une masse, c'est pas instinctif comme calcul mathématique. Par contre, vous savez que l'énergie est conservée. Donc, dans l'utilisation pour regarder des systèmes d'objets compliqués, c'est vraiment très, très, très utile. Puis, la conservation devient plus instinctive, même si la définition de base est un petit peu étrange. Donc, mon théorème de l'énergie cinétique se base vraiment là-dessus. On a une variation ici, une soustraction entre la situation finale et la situation initiale. Puis à droite, ici, j'avais une seule force, une seule force qui agit sur un déplacement, donc un seul travail. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire qu'on va utiliser la somme de tous les travaux. Donc, on pourra avoir plusieurs forces qui agissent en même temps. Donc, dans les petites lignes à remplir, on dit que c'est la variation d'énergie cinétique qui est le résultat de la somme des travaux. Et c'est donc notre équation qui va devenir notre principe de base pour résoudre nos numéros dans le chapitre 7. Le premier exemple que je vais vous faire, c'est un numéro où j'ai un bloc, un plan, une force, un coefficient de frottement, puis on cherche une grandeur de force. En tant que tel, c'est un numéro qu'on pourrait tout à fait faire en dynamique, qu'on aurait pu faire dans le chapitre 5 et 6, en fait, avec le frottement, que vous avez probablement fait, d'ailleurs, un numéro pas mal égal à ça. Par contre, on va pas être limité à des numéros comme ça. Fait que je mentionne dans mon paragraphe ici qu'on ne sera pas limité à des situations à accélération constante. Mais là, je commence avec une accélération constante, mais vous allez voir que très bientôt, on va avoir des cas avec des ressorts. Donc, la force d'un ressort n'est pas constante. Donc, l'accélération ne sera pas constante non plus. Donc, on commence avec des cas qu'on connaît pour bientôt aller généraliser à des cas nouveaux qu'on n'aurait pas pu faire auparavant. Donc, pour ma démarche ici, j'ai mon bloc, ma force à 37 degrés, je ne connais pas son module, une surface horizontale avec un coefficient de frottement de 0,6. Et on cherche la grandeur de F si le bloc glisse à vitesse constante. Là, ce que je ne veux pas faire, c'est que je ne veux pas le faire avec la démarche de dynamique. Donc, je vais commencer avec mon théorème de l'énergie cinétique, somme des travaux qui est égale à la variation de l'énergie cinétique. Dans mes travaux, je considérais toutes mes forces. Fait que je vais quand même avoir besoin d'aller me les représenter, juste pour être sûr de ne pas en oublier. Il y aura des choses qu'on aura besoin de faire avec des diagrammes de force quand même. Donc, je vais avoir le poids, la normale, et bien sûr, on a un coefficient de frottement, donc du frottement cinétique vers l'arrière. Fait que la force pousse par en avant, le frottement résiste par en arrière. Donc, à la base, si je cherche la somme de tous mes travaux, je devrais mettre le travail par chacune de ces forces. WF, WFC, WP plus WN est égal à delta K. Donc, delta, ça veut toujours dire finale moins initiale. Donc, j'aurai une demi MV finale au carré moins une demi MV initiale
au carré. Si je dis que le bloc glisse à vitesse constante, ben la vitesse finale et la vitesse initiale sont les mêmes, donc 0. Ça, vous pourriez tout à fait le mettre dès le début. Si je dis que ma vitesse est constante. CTE, c'est l'abréviation que j'utilise pour le mot constante. Donc ensuite, il me reste à regarder les différents travaux. On connaît déjà le travail par le poids. On l'avait regardé, le travail par la gravité, donc je vais aller le faire tout de suite. Moins mg delta y. Puis en fait, mon bloc ici, il n'y a pas le choix de se déplacer juste à l'horizontale. Ça peut toujours être intéressant de se faire le déplacement qui va résulter de l'application des forces. Donc, je peux voir qu'il n'y a pas de composante en Y à mon déplacement. Je vous rappelle que dans les numéros de travail, on utilise vraiment un axe Y qui est toujours vertical vers le haut, même si j'avais eu un plan incliné, pour l'équation du travail fait par la gravité. Donc, si mon delta Y est nul, ben, le travail fait par la gravité est nul. Dans les situations où c'est très évident que le bloc ne va pas monter ou descendre, ça ne me dérange pas si vous ne l'écrivez pas à la base, le travail fait par la gravité. Pour un premier exemple, c'est certain que je vous montre tout. Ensuite, le travail fait par la force de frottement. Donc là, je vais prendre ma formule de base qui était FC fois delta R fois cosinus de l'angle entre la force en question et le déplacement. Pour aller chercher le module de ma force de frottement, c'est là que j'ai pas le choix de revenir faire un petit peu de dynamique. Donc, le frottement va être égal à mu Cn. Donc, ça me prend ma force normale. Vous pouvez vous refaire un diagramme de force. Moi, j'ai tendance à le faire pour bien vous montrer ce qui se passe, mais je l'exige beaucoup moins que ce que j'exigeais dans les chapitres de dynamique, bien entendu. Sauf que trompez-vous pas. Donc, ça aide toujours à ne pas se tromper de faire toutes les étapes. Fait que je ramène toutes mes forces dans mon diagramme de force. Excusez, j'ai perdu mon curseur. Donc, frottement ici par en arrière. Et cette fois-ci, ma force F, je vais vraiment la commencer à mon origine avec l'angle de 37 degrés ici. Pour trouver la normale, donc on se rappelle que la normale, ce n'est pas toujours égal au poids. Il faut aller faire la somme des forces en Y, qui est égale à M à Y. Ici, notre bloc ne se déplace pas à la verticale, donc l'accélération en Y va être nulle. Ma somme des forces en Y va donc être la normale par en haut, le poids complètement par en bas, moins F sinus de 37 degrés est égal à 0. Donc, c'est pas super le fun parce qu'on est pris avec la force F qu'on connaît pas, qu'on va aller chercher éventuellement. Fait qu'on va avoir des calculs algébriques à faire un petit peu. Mais c'est ça. Dans la vie, il y a de l'algèbre à faire. Donc, ma force de frottement va être mu C fois tout ça. Mg plus F sin de 37. Je vais la remettre ici. Mu C, excusez-moi, Mg plus F sin de 37. Fois mon déplacement que je connais pas non plus. On me dit que le bloc glisse à vitesse constante. On m'a pas dit sur quelle distance je voulais le considérer. Donc, je vais être prise pour garder delta R ici aussi. Je manque un peu de place. Je vais utiliser la magie de travailler à l'ordinateur. Ce que je peux savoir par contre, ça va être l'angle ici, θ, entre ma force et mon déplacement. Donc, si la force de frottement s'en va par en arrière, puis que le déplacement ici s'en va par en avant, l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. Ils sont vraiment opposés l'un à l'autre. Donc, on va avoir cos de 180 degrés ici. Et cos de 180, ça vaut moins 1. Donc ça, je vais pouvoir aller l'utiliser, le réécrire ici. Éventuellement, je vais attendre d'avoir fait tous les détails de chacun de mes W pour aller replacer ça, sinon je vais me perdre dans mon équation. On aura le travail par la normale à considérer aussi. Fait que je m'en viens plus bas. Donc, ça va être N
fois delta R fois cosinus de θ entre n et delta R. Puis là, ma normale, ben, je l'avais trouvée ici. Mon delta R, je ne le connais pas plus. Ce qui est vraiment intéressant ici, par contre, c'est l'angle. Donc, mon déplacement va être à l'horizontale. Ma normale est à la verticale. Donc, on a ici cosinus de 90 degrés qui vaut 0. Donc, la normale ne fait pas de travail parce qu'elle est, dans ce cas-ci, perpendiculaire au déplacement. Ça aussi, c'est très évident. Je vous autorise à mettre juste 0 tout de suite. Ensuite, je vais avoir mon W par ma force F, qui en fait va rester l'équation générale, à peu près. Donc, on a F delta R cosinus de θ. Tout ce qu'on peut mettre, c'est qu'on connaît l'angle θ, qui va être le 37 degrés qu'on a entre le déplacement et la force qui revient comme ça ici, sous l'horizontale. Je vous rappelle que l'angle qu'on a dans cette formule-là, ça ne dérange pas si je le prends par en haut ou par en bas. Je n'ai pas besoin de prendre moins 37, on va toujours prendre un angle en valeur absolue entre 0 et 180 degrés. Donc, c'est pas important, c'est dans quel sens qu'on a tourné, est-ce que c'est dans le sens positif de l'axe ou dans le sens négatif. Donc, j'ai remis tout ça dans mon équation. Donc, j'ai mon F delta R cosinus de 37 degrés plus mu C. En fait, j'ai mis plus, mais je vais aller mettre tout de suite mon moins qui provenait du moins 1. Donc, moins mu C mg plus F sin de 37 degrés fois delta R. Donc, rendu ici, qu'est-ce qui se passe? Je peux aller diviser par delta R partout. Donc, je peux aller, si je divise mon 0 par delta R, ça donne encore 0. Donc, ça finit par simplifier mes delta R, si on veut. Et ensuite, pour pouvoir trouver ma force, il va falloir que je garde les termes qui ont la force. Donc, F cosinus de 37 degrés moins mu C F sinus de 37 degrés. Donc, mes termes avec la force, je les garde à gauche. Mon terme qui n'a pas la force, mu C mg, quand je l'envoie de l'autre côté, il devient positif. Donc, si je vais pouvoir mettre mon F en évidence, cosinus de 37 degrés moins mu C sin de 37 degrés est égal à mu C m fois 2. Et j'ai finalement mon expression pour pouvoir calculer ma force. Cosinus de 37 moins mu C sin de 37 degrés. Avec les valeurs numériques, ça va être 0,6 fois 2 fois 9,8 divisé par cosinus de 37 degrés moins 0,6 sinus de 37 degrés. Et ça me donne un module de force de 26,9 newtons. C'est pas une des démarches les plus belles, c'est pas une démarche les plus directes, c'est pas une démarche qui fait particulièrement un bon usage nécessairement du théorème de l'énergie cinétique. Instinctivement, un numéro comme celui-là, je serais allé le faire avec de la dynamique. Avec une accélération de 0, ça serait plus facilement. Le but de le mettre en exemple, c'est de vous montrer qu'il y a moyen de toujours passer par le théorème de l'énergie cinétique, même pour faire un numéro qu'on aurait vu comment faire en dynamique. J'essaie toujours de vous montrer ce qui est un peu moins intuitif, un petit peu moins évident à faire. Je vais vous laisser vous essayer pour l'exemple 7. Je vais mettre la solution, mais je ne le ferai pas en vidéo. Et mon prochain vidéo, en fait, ce ne sera pas 8 non plus parce que on est encore avec des vitesses initiales et finales nulles. Donc, je préfère vous faire un autre exemple qui va avoir une vitesse non nulle. Donc, je vais faire une autre vidéo pour l'exemple 9. Puis, les exemples 7 et 8, je vais vous mettre les solutions sur mon tour.